Bonjour, bienvenue dans Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. On entend souvent dire que derrière un grand homme se cache une grande femme, mais on oublie de rajouter que derrière de grandes femmes se cachent également de grands hommes qui n'hésitent pas à s'engager pour que les droits des femmes soient respectés. Car le combat pour les droits des femmes ne saurait être gagné sans l'apport des hommes. Notre invité du jour l'illustre parfaitement. Il s'appelle Mark Shepson, il est journaliste, éditorialiste, créateur de plusieurs médias. Le plus récent est le web média D'ailleurs et d'ici, l'affirmation d'une France plurielle, qui lit vidéo, fiction, art plastique, BD. Il est auteur autodidacte, il vient de publier son premier roman, Et je veux le monde, aux éditions JC Lattès. Vous l'aurez compris, Mark Shepson est un homme de pouvoir qui n'a pas peur des femmes de pouvoir. Mark Shepson, bonjour et bienvenue sur le plateau de Hommes et Pouvoir. Bonjour. Eh, Alors, il y aurait tant à dire sur ton parcours que le mieux serait que les téléspectateurs, après, aillent découvrir ton web média et ton roman Et je veux le monde. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous le présenter, s'il te plaît? Oui, bah, c'est un premier roman, donc ce qui est une étape importante pour moi, parce que j'ai toujours pensé que repenser la société, ça ne pouvait faire l'économie que d'aborder d'autres imaginaires. Ça ne suffit pas, bien évidemment, mais je pense que d'une autre manière, les combats politiques, sociétaux, économiques, aussi importants soient-ils, citoyens, ne suffisent pas non plus. Il y a une autre conquête à faire, c'est de conquérir, je dirais, un espace d'imaginaire à travers la littérature, le cinéma, etc. Ce qui est aussi très important parce que c'est ce qui nous nourrit aussi. On ne se nourrit pas que d'informations, que d'actualités, bien heureusement. On se nourrit aussi de rêves, d'inventions, de créativité, d'imaginaire. Et donc, j'ai voulu que ce roman, qui est vraiment un roman, c'est-à-dire qui raconte des histoires fictives, se nourrisse en même temps forcément de ce que je suis et donc de mes combats aussi, de mon travail avec les jeunes, parce que je fais énormément d'ateliers d'écriture avec des adolescents, plus spécifiquement dans les quartiers populaires de France. Et, euh, et donc j'ai voulu m'inspirer, je dirais, de ces réalités complexes qui sont faites à la fois de tensions, de désirs, de rêves, de cauchemars aussi. Et, euh, et Je veux le monde, donc qui est le titre du livre, se situe en fait sur une esplanade d'un quartier de Paris qui n'est pas nommé. Et c'est une esplanade en fait où des commerces américains s'installent, des commerces branchés, on va dire, plutôt mode, etc., dans un quartier qui est le quartier le plus pauvre de la capitale et donc qui cerne cette esplanade. Et ça va être le lieu donc de confrontation, de regards, de fantasmes, de peur, dans la manière à la fois d'appréhender l'autre et donc de s'appréhender soi-même. Puisque je pense que la manière dont on peut avoir certains stéréotypes sur l'autre renvoie aux stéréotypes qu'on peut avoir aussi sur soi-même. Voilà, Wow. donc c'est une histoire avec beaucoup de croisements, de tas de personnages différents, qui ont de générations différentes, qui sont de positions sociales extrêmement différentes, de modes de vie et je dirais de modes de pensée très différents, puisque un des héros est un jeune autiste de 17 ans. D'autres sont les directeurs de théâtre, d'autres est un maire d'extrême droite qui vient d'être élu dans l'arrondissement. Et donc voilà, ce sont tous ces jeux un peu de cache-cache d'une certaine manière, hein. Comment on évite l'autre, comment on s'évite soi-même. Et puis à un moment, c'est le clash des rencontres. Alors le clash aussi bien dans un sens positif, hein, parce qu'il y a aussi un clash de séduction, mais aussi sens négatif, puisqu'il y a aussi un clash de peur de l'autre et qui va aller très loin dans le livre, puisque voilà, je ne peux pas bien sûr donner la fin, mais en tous les cas, je peux dire le Bien début. sûr. Le début, c'est un meurtre.
en fait, sur l'esplanade de la mairie, et on ne sait pas qui a tué et qui a été tué. Voilà. Et donc on remonte le fil, et c'est un peu dans les voyages, un voyage dans les imaginaires des lecteurs, qui ils vont mettre à la place de l'un et de l'autre, ou de l'une et de l'autre, on ne sait pas, selon aussi ses propres interprétations des personnages. Quand tu l'as sorti, ce roman, c'était en plein confinement, mais aussi pendant après l'assassinat de George Floyd. Quel écho le mouvement Black Lives Matter a eu par rapport à ton roman? Parce qu'on aurait pu croire que c'est une prémonition quasiment. Alors c'est vrai que je dirais que cette histoire se nourrit effectivement de toutes les tensions qui peuvent exister, les tensions sociales, aussi les tensions raciales. Et quelque part, euh, l'image, en fait, joue aussi un très grand rôle dans le roman. Et je pense que dans l'assassinat de George Floyd, parce que c'est malheureusement pas le premier, et pas le dernier d'ailleurs, de ce qu'on a pu voir, mais je crois qu'il y a eu un impact très fort du fait aussi des images, insoutenables, mais en même temps présentes, qui étaient là. De voir quelque part un meurtre pensé, parce qu'un meurtre qui dure plus de 10 minutes, ou autour de 10 minutes, 10 minutes, c'est très long quand on fait un tel acte. Il y a beaucoup de temps pour arrêter la chose. Il y a beaucoup de temps pour se dire, je suis en train de commettre un acte abominable. Et là, non. Il y a ce temps d'une mise à mort et ce temps des témoins, puisqu'il y a les deux témoins qui sont là, qui regardent, qui sont les spectateurs d'une mise à mort qui dure 10 minutes. C'est quelque chose de c'est quelque chose de terrible. Et je pense que ces images, bien sûr, l'acte avant tout, mais ces images-là ont aussi bouleversé le monde. Quelle est la remarque, le commentaire le plus positif que tu aies eu par rapport à ton roman depuis qu'il est sorti? Déjà, il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est le fait de toucher des publics qui sont, pour certains, extrêmement proches de l'univers que je décris. Ça veut dire qu'à quelque part, il y a pas de trahison de des gens dont je parle, mais aussi de toucher des gens qui sont extrêmement loin de ces univers, mais qui sont bouleversés par les personnages. Et moi, voilà, c'est ça que j'ai voulu. C'est-à-dire que un de mes héros, Samba, est donc un jeune homme âgé de 17 ans, qui est un autiste léger, euh, mais lui rajoute léger, léger, mais bien autiste quand même, qui Mmh. est un homme d'origine africaine, etc. Et pour moi, le fait qu'il parle à des gens très très éloignés de toutes ces réalités-là, ça veut dire que j'en ai fait avant tout une personne et pas un prototype. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, parce que je disais tout à l'heure qu'il était temps d'ouvrir les imaginaires, et je pense qu'il y a de plus en plus de visibilité aujourd'hui des minorités à l'écran. Elles sont quand même de plus en plus présentes. Mais souvent, il y a un manque de consistance dans les personnages, et on en fait un peu des sortes de représentants de telle ou telle communauté, etc. Bon. Et je pense que ça, c'est une fausse progression. Qu'à un certain moment, il faut vraiment imposer des personnages aussi complexes que d'autres, et montrer que la complexité n'a pas de couleur, quelque part, que la complexité n'a Sûr. pas n'a pas de religion, qu'elle n'a pas de... Elle peut être tous et toutes. Voilà. Et donc, le fait d'avoir touché des gens qui sont aussi loin de ces réalités, pour moi, c'est très important, parce que ça veut dire que ces personnages parlent, interpellent, provoquent des choses chez les gens. Donc, tu as toujours voulu décloisonner, décoloniser les imaginaires, toujours interpeller
les personnes sur leur représentation, sur leur, image et aussi sur leur questionnement personnel. Est-ce que tu as trouvé un lien entre la question des minorités visibles et la question des femmes, qui est aussi, une réalité? Ben, la passerelle, c'est que, en fait, il y a eu, je dirais, de nombreuses années où, il y a eu une exclusion des sphères et notamment des sphères de pouvoir, puisque c'est aussi le thème de notre émission, et qu'on est passé de cette exclusion, non pas à une attente d'intégration ou de reconnaissance, mais à des gens qui se sont dit on va être acteurs de notre destin, quelque part. Et donc, on va aussi créer des choses alternatives, sans attendre forcément que les lieux de pouvoir, justement, daignent bien vouloir comprendre qu'ils courent à leur propre fin. Hein, parce Bien que sûr. quelque part, se priver de la pluralité des expériences, de la pluralité des regards, de la pluralité des propositions, c'est aller droit dans le mur. Mais bon, ça, je pense que beaucoup ne l'ont pas encore compris. En tous les cas, je pense qu'il est temps et que aussi bien au niveau des femmes depuis de nombreuses années maintenant qu'au niveau des minorités visibles ou d'autres groupes aussi, il est temps de comprendre que sans attendre qu'on veuille bien nous céder quelque part des outils existants, on peut créer nos propres outils. C'est pour ça que moi qui au départ ai commencé une carrière de journaliste, j'ai voulu créer mes propres médias parce que je ne voulais pas servir ni de caution, ni passer mon temps à me battre pour enfoncer des portes fermées à double tour. Je pense qu'il était plus intéressant d'en ouvrir d'autres et de laisser des espaces ouverts. Et donc de proposer des lieux où on puisse travailler à un autre type d'information, un autre type de réflexion sur la société, un autre type de compréhension du monde et qui ne soit pas figé dans des choses du passé, dans des ères de domination qui appartiennent à une ère qui pour moi, est en fin de course, clairement, mais qui propose justement des espaces de questionnement, de réflexion, de journalisme, de création, qui soient justement nourris de ces sociétés plurielles où, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, être une minorité, c'est pas juste avoir un nom ou une couleur différente, c'est avoir quelque part une relation au monde aussi différente. Quand je dis différent, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas non plus enfermer les gens dans leurs différences. Hein. Bien sûr. Euh, voilà, c'est aussi savoir euh, comprendre l'importance de nos ressemblances aussi. Mais c'est une relation différente au monde. Je donnerai comme exemple la ville. La ville n'est pas la même pour tout le monde. La ville n'est pas la même pour un homme ou une femme quand on marche à 2 heures du matin dans la rue. La ville n'est pas la même quand on croise parfois des policiers qui peuvent avoir des mauvaises intentions, si on a telle couleur ou telle autre. La ville n'est pas la même quand on vous propose, et c'est une chose que je trouve progressiste d'une certaine manière, des vélos partout, etc. Quand on ne peut pas faire de vélo, la ville n'est pas la même. Sur ces bons mots, nous allons marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Max Shepson, quelle est la première image qui te vient en tête quand je dis femme et pouvoir? Dans pouvoir, j'entends essentiellement pouvoir dire, pouvoir faire, pouvoir être, pouvoir créer. C'est-à-dire le sens du verbe pouvoir réaliser, plus que le pouvoir, plus que la femme de pouvoir ou l'homme de pouvoir. C'est plus le pouvoir faire qui m'intéresse. Et quelle est ta définition du mot pouvoir à toi?
Justement, c'est celle-là. C'est le fait de ne pas être, empêché d'exprimer, de se penser librement, d'être librement, de participer librement à la société. Pour moi, c'est ça, pouvoir. Dans tout le travail que tu fais pour, décoloniser les imaginaires, l'accompagnement des jeunes que tu peux avoir, est-ce que tu as noté une différence de l'appréhension, de l'espace public ou une différence de l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Alors ce que j'ai le plus noté, c'est à quel point, les alors là, je veux dire les garçons et les filles, puisque là je parle surtout d'ados avec qui je travaille, ou de jeunes adultes que j'ai pu avoir comme stagiaires dans mes médias et cetera. La plus grosse différence que je note, c'est que les filles, quand on leur propose quelque chose, sont immédiatement en questionnement: «Est-ce que je vais être capable de le faire?» Voire même, «Je ne suis pas capable de faire ça, il vaut mieux que je fasse quelque chose de plus simple». Et par contre, les garçons n'ont aucun questionnement là-dessus. Et d'ailleurs, je trouve que les 2 sont assez extrêmes et les 2 sont assez négatifs d'une certaine manière. Parce que, autant le fait de douter énormément de soi, c'est pas positif, et autant le fait de ne pas du tout douter de soi est aussi négatif pour moi. Donc j'essaie toujours de rétablir un équilibre en créant du doute chez les garçons, disant peut-être tu peux faire mieux, peut-être que tu peux trop lire, tu peux pousser ta réflexion un peu plus loin, et par contre, essayer de créer plus d'affirmation chez les filles. Comme ça, on arrive à un équilibre de travail qui me semble positif. Quel est le propos le plus sexiste que tu aies jamais entendu et comment est-ce que tu as réagi? Il y en a pas mal. Je pense que la chose la plus sexiste que j'ai pu voir, c'était avec une de mes stagiaires. Et c'est un intellectuel célèbre que nous avons interviewé ensemble et qui s'est permis ensuite une pratique, on peut dire, de harcèlement. Alors, soft, pas avec des gestes, pas avec, etc., mais avec des SMS, etc. Et disons que je sais que ça existe, bien évidemment, mais là, j'en ai été directement témoin parce qu'un jour, elle m'a montré les SMS qu'elle recevait et tout. Donc, je lui dis, bah écoute, appelle-le, il va penser avoir une bonne surprise, il va croire qu'enfin tu lui réponds, sauf que c'est moi qui ai pris l'appareil et qui lui a dit tout ce que je pouvais penser de lui, etc. Bon, c'est une maigre consolation parce que je pense que cette personne n'en était pas son coup d'essai et recommencera. Mais je dois dire que vraiment, et puis de voir à quel point elle était déstabilisée, ça m'a beaucoup frappé. Absolument. Quelle est ta citation préférée? Une rencontre n'est jamais un hasard, mais une nécessité. C'est une phrase que je trouve très, très vraie, euh, qui montre à quel point on est, je trouve, fait à la fois de destin et d'action. Euh, pour moi, la vie, c'est toujours un basculement entre l'un et l'autre, entre son destin et son action sur son destin. Si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi? Si j'étais un animal, j'aimerais bien être un oiseau. Pourquoi? Parce que j'ai le vertige et que du coup j'ai peur de la hauteur et que je regarde les oiseaux en me disant ils ont vachement de chance de pouvoir voler comme ils veulent. Voilà. Donc j'aimerais bien être un oiseau. Et si tu étais une ville, laquelle serais-tu? J'aimerais bien être un mélange de villes. J'aimerais avoir le charme de Tunis, euh, l'énergie de Londres, la richesse de Paris. J'aimerais bien être un espèce de collage comme ça de plusieurs villes. Si tu avais un message à livrer aux hommes qui regardent cette entrevue sur la question de l'égalité des sexes et de la diversité culturelle, lequel serait-il? Arrêtez de penser l'autre.
l'autre, c'est une facette de soi-même. Il ne s'agit pas d'être juste envers les autres, il s'agit de comprendre que à rester dans l'entre-soi, on se fige, on se ferme, on se finit d'une certaine manière. Et que soi-même, on peut être un homme et à un certain moment, il n'y a qu'une femme qui peut vous révéler quelque chose d'intime en vous-même. On peut être européen et à certains moments faire une rencontre avec une personne issue d'une autre culture qui va vous renvoyer aussi à une intimité qu'on ne pourrait jamais atteindre avec ceux et celles qui sont de sa même origine, etc. C'est-à-dire que on est tous faits de tas de visages, de tas de mouvements, et que le mouvement dans la vie, c'est quand même la chose la plus belle et la plus importante. Donc je dirais aux hommes, arrêtez d'avoir peur. Les hommes ont quand même très très peur des femmes, très peur des femmes. Oui, Voilà. Et je pense qu'ils ça, ont peur des femmes parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes. ça c'est un autre débat. Il faut absolument que je te réinvite, qu'on en rediscute. Plaisir. Si un petit garçon regarde cette entrevue et déclare: «Quand je serai grand, je voudrais être Mark Shepson», que lui dirais-tu? Sois toi-même, c'est mieux, c'est mieux. Sois toi-même. Cherchons pas de modèle trop, cherchons pas à imiter, voilà. Sois toi-même, je suis sûr que tu as beaucoup de choses en toi, beaucoup plus que dans le fait de vouloir être quelqu'un d'autre. Même si ça me fait plaisir, quand même. Très bien. Alors, Max Shepson, tu es un homme de pouvoir. Notre entrevue touche déjà à sa fin. Quel est ton super pouvoir? Mon super pouvoir, c'est à la fois un super pouvoir et une super faiblesse. C'est d'être toujours un peu à côté, d'être toujours un petit peu décalé par rapport aux choses. C'est un super pouvoir parce que ça permet de s'évader dans des moments de stress intense, d'avoir toujours un espèce d'ailleurs caché et tout. Et puis ça peut être une super faille parce qu'on n'est jamais complètement là où on peut s'attendre à être. Et donc d'être, voilà. Mais finalement, une fois de plus, la vie est faite que de ça, de yin et de yang. Donc un super pouvoir peut toujours cacher une super faiblesse. Très bien. Mais merci beaucoup, Marc. Ça a été un grand plaisir de t'avoir. Et De donc, même, je rappelle le titre de ton roman qui est Et je veux le monde, paru aux éditions JC Lactès. Merci beaucoup, en tout cas. merci, à bientôt. C'était Hommes et pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, mais bien évidemment sur notre chaîne YouTube et sur femmesetpouvoir.tv. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.